L'Ancien Empire égyptien est une période de l'histoire de l'Égypte antique qui couvre une large partie du troisième millénaire, d'environ -2700 à -2200, avant notre ère. Succédant à la période tinnite qui a vu l'apparition de l'État en Égypte, elle comprend les 3e, 4e, 5e et 6e dynasties, puis s'achève par une période de fragmentation politique, la première période intermédiaire. Dès l'Antiquité, cette période était considérée par les Égyptiens antiques comme l'âge d'or de leur civilisation. Il s'agit en effet de la plus longue période de stabilité politique que l'Égypte ancienne ait connue, durant laquelle aucune menace extérieure ne venait perturber l'ordre intérieur. La centralisation de l'État amorcée sous les dynasties tinnites et la prospérité qui progressivement en a découlé, va permettre des développements artistiques et architecturaux considérables, surtout perceptibles dans les sites entourant la capitale de l'époque, Memphis. Ainsi sont posés les grands thèmes de la littérature classique égyptienne, les canons artistiques en matière de peinture et de sculpture, mais aussi le perfectionnement du système administratif qui perdure près de 3 millénaires. Cette période est surtout connue pour être celle qui voit l'apparition et l'apogée des pyramides, dans la région de Memphis, tout d'abord la pyramide à degrés de Saqqara, sous le règne du roi Djéser, puis plus tard les 3 pyramides monumentales du plateau de Gizeh, celles de Khéops, Képhren et Mykérinos. Elles expriment la puissance des souverains de cette période et la position centrale qu'ils occupaient dans la société, qui est inégalée dans le reste de l'histoire de l'Égypte antique. Elles reflètent aussi le perfectionnement de l'appareil administratif et de sa capacité à mobiliser des ressources matérielles et humaines, ou encore les progrès considérables accomplis dans l'architecture et l'art. Elles reflètent également le rôle central que jouent les croyances et pratiques funéraires dans l'univers mental de cette période. La 3e dynastie de -2700 à -2600 avant notre ère assure la transition entre la période tinnite marquée par l'élaboration du premier État égyptien sous les 1re et 2e dynasties, connues par les nécropoles d'Abydos. Elle est couramment rangée parmi les dynasties constituant l'Ancien Empire car elle marque les débuts de la tradition de construction des pyramides qui sont l'élément marquant de cette période. Mais certains préfèrent la placer dans la continuité des 2 premières dynasties avec lesquelles elle présente de nombreuses affinités dans son organisation politique et ses aspects culturels. Il semble que la transition entre la 2e et la 3e dynastie ne soit pas marquée par une rupture familiale. Djéser, premier roi de la 3e dynastie, est probablement le fils de Khasek-Moui, dernier roi de la précédente. L'ordre de succession des rois de la 3e dynastie n'est pas établi avec certitude. L'habitude des souverains de porter 2 noms différents, le nom d'Horus et le nom de Nesut-Biti, nom de couronnement, complique les choses. On connaît 5 noms d'Horus de rois de la période, qui n'ont pas tous trouvé de nom de couronnement correspondant. Le premier roi de la dynastie est Djéser, dont le nom d'Horus est Nedjekireh. L'ordre des 3 souverains qui lui succèdent n'est pas assuré. Leurs noms d'Horus sont Sekemket, Kaba, et Sanart, qui correspond sans doute au nom de Kartouche-Nebka. Le dernier souverain semble avoir pour nom de Kartouche-Houni et pour nom d'Horus Kaïdjé. Cette dynastie aurait duré entre 50 et 75 ans. La 3e dynastie est dominée par la figure de son fondateur, le roi Djéser, marqué par la construction du vaste complexe funéraire de Saqqara, comportant la première pyramide à degrés. Cela reflète un progrès dans la maîtrise des techniques de construction et des moyens matériels et humains mobilisables par le pouvoir royal. Les œuvres d'art de son règne marquent également un saut qualitatif par rapport à la période précédente. Ce roi est souvent associé à celui qui aurait été son architecte et son conseiller, le sage Imhotep. Mais ces personnages historiques se sont largement effacés derrière l'image mythique qu'en a donnée la tradition égyptienne postérieure. Sekemket et Kaba ont également laissé des pyramides à degrés inachevés. La 3e dynastie voit le pouvoir de l'État se renforcer, notamment en se centralisant autour de la nouvelle capitale Memphis. Les vastes tombes provinciales de la période précédente disparaissent et la nécropole royale accueille les tombes des hauts dignitaires. De petites pyramides sont érigées sans doute vers la fin de la dynastie en plusieurs points du royaume pour marquer l'emprise du pouvoir central sur les provinces. Celles-ci sont en général dirigées par des gouverneurs qui résident la plupart du temps à Memphis et ne s'y déplacent que si le besoin s'en fait ressentir. Cette période semble marquée par une volonté de mise en valeur de nouvelles terres, notamment dans le delta du Nil. Pour les besoins de leur grande construction, les rois de cette dynastie lancent des expéditions pour exploiter des carrières dans des espaces situés aux marges de leur royaume, comme le Wadi Maghara dans l'ouest du Sinaï. La 4e dynastie de -2600 à -2500 avant notre ère est fondée par Snefrou, qui est peut-être le fils de Houni. Elle aurait duré environ un siècle, voyant se succéder au moins 7 rois, dont 4 longs règnes, entre 18 et 30 ans, ceux de Snefrou, Khéops, Képhren et Mykérinos. Cette dynastie est passée à la postérité à la suite de l'érection des plus vastes pyramides construites en Égypte.
Son fondateur Snefrou, passé à la postérité comme l'archétype du roi Jus, aurait entrepris des expéditions lointaines, Nubie, Liban, érigé des forteresses pour défendre le pays. On sait au moins qu'il a construit successivement 3 vastes pyramides, à Méidoum et Dachour, marquant la transition entre les pyramides à degrés et les pyramides à face lisse. Son successeur Khéops, Khufu, choisit le plateau de Gizeh pour y ériger sa pyramide qui est la plus grande qu'ait faite construire un roi égyptien. L'ampleur de cet édifice a laissé de lui l'image d'un souverain mégalomane et tyrannique auprès des auteurs tardifs, à l'inverse de son père, mais il était encore vénéré à la basse époque. Il est suivi par 2 de ses fils, le mal connu Djedefré, ou Redjedef, puis Khéphren, Khafré, qui commandite l'érection d'une vaste pyramide aux côtés de celle de son père. Le roi suivant, Baka, ou Bikare, est mal documenté. On connaît mieux son successeur, Mykérinos, Menkaure, bâtisseur de la 3e pyramide de Gizeh. Le dernier roi de la dynastie est Shepseskaf, à qui a peut-être succédé un certain Tamphdis, Djedfta, évoqué par le canon de Turin mais inconnu par ailleurs. La réalisation des grands projets de construction de cette dynastie a manifestement reposé sur une administration plus complexe et plus efficace que celle de la dynastie précédente. L'administration centrale est de plus en plus élaborée, notamment avec la montée en puissance du bureau des travaux, prenant en charge les constructions monumentales. Il faut alors mobiliser une main-d'œuvre importante et la loger près des chantiers, mettre en œuvre les constructions d'édifices vastes et techniquement complexes, assurer l'exploitation de carrières qui peuvent être situées hors de l'espace administré directement, Atnoub, Fayoum, Wadi Hamama, Sinaï, et l'acheminement des matières premières vers la région de Memphis. Le pouvoir est concentré autour du pharaon dont le caractère divin est alors plus affirmé que jamais dans ses projets pharaoniques. Les princes occupent les postes parmi les plus hauts placés de l'administration. L'administration provinciale est également de plus en plus élaborée avec le développement du réseau des noms. La 5e dynastie de -2500 à -2350 avant notre ère débute avec Ouserkaf, qui est peut-être un fils de Mykérinos ou de Shepseskaf. Les conditions de son accession au trône sont obscures. Cette dynastie comprend 9 souverains, et aurait duré environ 130 à 150 ans. Ouserkaf est le premier roi à ériger un temple solaire à Abouzir, et pose ainsi un des traits marquants de sa dynastie, l'importance du dieu solaire Ré. Lui succède son fils Saouré puis son petit-fils Néferrer-Carré, ensuite viennent 2 rois qui semblent être les fils de ce dernier Néferfré et Niuseré, qui semblent avoir eu un règne relativement long, peut-être une trentaine d'années, puis vient après lui Menkaure, mal connu. Les 2 derniers rois de la dynastie ont eu des règnes plus longs et bien documentés. L'époque de Djedkaré a livré une importante documentation prosopographique et administrative, papyrus d'Abouzir, tandis que celle d'Ounas voit la première rédaction des textes des pyramides. Ces derniers rois érigent leurs pyramides à Saqqara. Il y a aussi Shepseskare, dont on ne connaît rien, on le situe traditionnellement entre Néferirkaré et Néferfré mais on ne sait pas exactement à qui il a succédé et qui lui a succédé. Plusieurs tendances importantes s'affirment durant cette dynastie. La figure du dieu soleil Ré, qui est aussi une divinité créatrice, est particulièrement mise en avant, en lien avec le culte funéraire du roi, qui prend un aspect solaire. Les pyramides des rois sont plus petites, mais les temples solaires deviennent des monuments majeurs, dotés de grands domaines pourvoyant à leur fonctionnement. Le nom de fils de Ré se répand également à cette période. À la fin de la dynastie, c'est la figure d'Osiris qui s'affirme dans les textes des pyramides, où Ré reste cependant important, et la construction des temples solaires est abandonnée. Du point de vue du fonctionnement de l'administration, la 5e dynastie voit plusieurs évolutions importantes. Le personnel de la haute administration se recrute de plus en plus en dehors de la famille royale, permettant ainsi l'ascension sociale de nouveaux lignages parvenant à occuper les postes les plus importants de l'administration. Les détenteurs des charges du palais, chanceliers, magiciens guérisseurs, perruquiers, etc., servant directement le roi, prennent une place plus en vue et exercent des charges administratives importantes pour l'État. Le roi devient le point de convergence de cette nouvelle élite, et la position des princes semble plus effacée. Concentrant plus de richesses grâce aux largesses royales, les hauts dignitaires se font ériger des tombeaux fastueux, qui ne sont plus aux côtés de ceux des rois. Dans les provinces, l'administration devient également plus professionnalisée, les nomarques prenant l'habitude de résider en permanence et de se faire enterrer dans le nome dont ils ont eu la charge, et qui à leur mort passent sous l'autorité de leur héritier, amorçant la constitution d'une aristocratie provinciale. Les rois de la 5e dynastie ont également lancé de nombreuses expéditions, dans les espaces marginaux comme auparavant, désert oriental, Sinaï, et de plus en plus au-delà des frontières de leur royaume, vers la Nubie, le pays de Punt, Byblos, ou les îles de la mer Égée.
Le premier souverain de la 6e dynastie qui aurait duré autour de 150 ans, est Téti, dont l'origine exacte est inconnue. Il s'appuie en tout cas sur des administrateurs déjà présents sous les règnes de ses prédécesseurs et épouse 2 filles d'Ounas. Selon Manéthon, son règne se serait achevé par son assassinat. Lui aurait ensuite succédé Ouserkarès, personnage très mal connu qui n'aurait régné que 2 ou 4 ans, puis Pépi Ier, fils de Téti, qui aurait été au pouvoir une quarantaine d'années voire plus, étant sans doute monté sur le trône très jeune. Il se marie avec 2 filles du nomarque d'Abydos, illustrant ainsi la tendance au renforcement de l'aristocratie provinciale, peut-être en réaction à des intrigues qui secouent la cour. Il apparaît en effet que des inscriptions et images des tombes de dignitaires du temps d'Ounas et Téti ont été martelées, ce qui reflèterait une période troublée. Les provinces restent cependant sous le contrôle du pouvoir royal, qui participe à leur mise en valeur. Cela se reflète dans le développement des temples provinciaux qui bénéficient d'exemptions royales, Abydos, Copto, l'accroissement du nombre de charges de fonctionnaires provinciaux, dont certains supervisant plusieurs groupes de noms en Haute-Égypte, et le développement des nécropoles provinciales autour des tombes des nomarques, qui abandonnent définitivement les nécropoles de la région de Memphis, affirmant ainsi une tendance à la décentralisation du pouvoir initiée à la période précédente. L'administration centrale ne perd cependant pas le contrôle du pays, les souverains intégrant des personnes venues de provinces au plus haut échelon, comme l'illustre par exemple la brillante carrière d'Ouni, venu d'Abydos et conduisant des expéditions en Nubie, et aussi en Palestine. Mérenrê Ier succède à son père Pépi pour moins d'une dizaine d'années, puis le trône revient ensuite à Pépi II, qui aurait régné au moins 90 ans selon les traditions postérieures, nombre qu'il faudrait plutôt ramener au nombre toujours respectable de 65 ans. Ces règnes voient de nombreuses expéditions être menées hors d'Égypte dans la continuité des règnes précédents, comme celle conduite par Irkouf en Nubie et dans le désert occidental. À la mort de Pépi II, le pouvoir royal semble être particulièrement affaibli, même si on n'en connaît pas exactement les raisons. Mérenrê II, son fils, lui succède mais on ne connaît rien de lui. Selon des traditions postérieures, le trône serait revenu quelque temps à une personne nommée Nitocris, dont la réalité du règne est douteuse. La tradition historiographique égyptienne mentionne l'existence d'une 8e dynastie régnant à Memphis après la mort de Pépi II, qui est très mal connue faute de sources contemporaines. Elle aurait peut-être duré une cinquantaine d'années voyant se succéder les règnes éphémères de quelques rois, peut-être 8. La première période intermédiaire qui débute alors est en tout cas une période vue comme obscure, marquée par des troubles, la fragmentation territoriale et une instabilité chronique. Le déclin du pouvoir central profite aux élites provinciales dont on a suivi la lente ascension avec le renforcement de l'appareil de l'État égyptien dans les noms. Elles sont alors les cadres les plus évidents pour organiser la société égyptienne orpheline des monarques puissants qui l'ont façonnée durant les siècles précédents, et c'est à partir de bases provinciales qu'émergent les pouvoirs qui vont se disputer la domination de la vallée du Nil. Les frontières sont devenues des espaces moins bien contrôlés, et les nomarques de la 6e dynastie qui avaient la charge des régions au contact de la Nubie ou de la Palestine ont dû mener des expéditions face à des groupes hostiles. Les causes de l'affaiblissement du pouvoir royal émanent peut-être aussi du trop long règne de Pépi II, qui aurait facilité l'émergence de rivaux dans les cercles du pouvoir à Memphis.